Les déclarations politiques des membres de l'Église comme Monseigneur Samuel Cléda continuent. Monseigneur Paul Lonsikene, évêque de Bafoussam, a appelé les chrétiens à s'impliquer dans la gestion de la chose publique et à faire des choix électoraux réfléchis en 2025. Le père Albert Legrand, curé de la paroisse Saint-Mathias de Photo, dans la région de l'Ouest, a explicitement demandé le départ de Paul Biya et appelé à l'alternance au Cameroun. L'abbé Étienne Bakaba, prêtre catholique dans l'archidiocèse de Douala, trouve que c'est surréaliste que Paul Biya fasse un autre mandat. Les critiques ne sont pas toutes sans réaction. À l'Ouest, le révérend pasteur Yves Foncha, qui disait en outre qu'il faut une révolution mentale dans le Cameroun, a été convoqué par la police judiciaire. Il a réagi en disant sur sa page Facebook de ne pas céder aux intimidations. Notre combat s'est donné à la nation camerounaise de l'espoir. Alors que de plus en plus d'hommes de Dieu se font entendre à propos du gouvernement, Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, semble se distancer. Il avait fait les déclarations suivantes en fin décembre 2024, qui avaient été vues comme une critique de gouvernement. C'est bientôt l'année électorale. J'ai donc exhorté les fidèles à ceux qui prennent leurs responsabilités historiques, en ce qui concerne la nation, à travers les décisions à prendre pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, la charité, l'aide aux pauvres, que cela se concrétise par nos propres engagements comme chrétiens aujourd'hui et maintenant. Dans une note, en début janvier, il dit ceci: « Depuis quelques jours, des écrits et des émissions médiatiques visant à utiliser ma mission et mes enseignements évangéliques et pastoraux pour échafauder des montages politiques irréels et fallacieux sont diffusés ici et là. » Il a également participé à la présentation de vœux au président Vrandedi le 19 janvier, où il a déclaré: « J'ai eu le plus d'honneur de parler avec le chef de l'État et j'ai entendu de sa bouche les paroles d'un père qui compte sur ses enfants, d'un chef de l'État qui compte sur ses citoyens et d'un croyant qui compte sur les religions pour mener à bien la croissance de notre pays dans la plus grande sérénité, maturité, responsabilité et surtout dans la paix. » Quels sont les rapports entre l'Église catholique au Cameroun et le pouvoir politique aujourd'hui? Les rapports sont très étroits, féconds et toujours prospères. Professeur Jean-Calvin Abahaoyono a défendu les hommes de Dieu et a noté que le chef de l'État a suffisamment travaillé. Il faudrait qu'il permette à d'autres énergies de montrer de quoi elles sont capables. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué indique que le Cameroun est un État laïque où les religions cohabitent en bonne intelligence et entretiennent des relations harmonieuses avec les pouvoirs publics. Il n'existe aucun conflit entre le gouvernement et les confessions religieuses, en l'occurrence l'Église catholique. Kavaye Yeguie Djibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le 9 septembre 2024, a nommé le nouveau siège de l'Assemblée nationale, Palais des Verts Paul Biya. Les chambres portent également de feu le Marcel Marie-Gombois, président de l'Assemblée nationale de 1962 à 1972 et feu Salomon Tanden Gmuna, président de l'Assemblée nationale de 1973 à 1988. Les membres de la famille Mboua et Muna ont rendu une visite à Kavaye Yeguie Djibril mercredi 8 et jeudi 9 janvier 2025, pour lui exprimer leur gratitude. Le nouveau bâtiment a coûté plus de 55 milliards de CFA, et a été financé par la Chine dans le cadre d'un accord de coopération économique et technique signé en 2017. La construction a pris 5 ans. Pour certains, nommer l'Assemblée après le président montre qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Cet internaute va jusqu'à suggérer que le nom soit changé après le départ de Paul Biya du pouvoir. Kémy Séba Veu, candidat aux élections présidentielles du Bénin en 2026. Et c'est pour ces raisons, après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Et c'est pour cette raison que nous avons dressé 3 options qui nous permettront d'être candidats à la présidence du Bénin. La première option, issue d'un certain nombre d'interactions avec les cadres du Parti des démocrates, sera que ce parti, le parti de l'ancien président Yahi Boni, nous porte candidat à l'élection de 2026. Car c'est le seul parti politique de l'opposition
qui a le nombre de parrainages suffisant pour accéder aux élections. La deuxième option aura pour seule et unique fonction de constituer une véritable coalition, bien plus large que celle qui existe actuellement, visant à exiger une réforme du code électoral pour que tout le monde puisse candidater à l'élection présidentielle au Bénin. Et enfin, la dernière option, certains diront peut-être la plus importante, c'est une triangulation des forces, appelée l'opération Jéricho, qui s'appuiera sur une base tripartitionnelle, une logique de révolution sur le terrain informationnel, une logique de mobilisation, de contestation populaire, et une prise de responsabilité de ceux habilités dans le pays à faire basculer les choses pour que le peuple puisse reprendre le pouvoir. Le Parti Les Démocrates, dont l'ancien président Boni Yahui est leader, est l'un des 3 partis représentés à l'Assemblée nationale du Bénin. Les 2 autres, Union progressiste Le Renouvé AU, et le Bloc républicain sont associés à l'actuel président Patrice Talon. Le code électoral du Bénin exige que les candidats à la présidentielle soient parrainés par au moins 28 élus, tels que des maires ou des députés. Les candidatures indépendantes ne sont pas autorisées. Aussi, la Constitution béninoise empêche Patrice Talon de briguer un 3e mandat en 2026. Le secrétaire à la communication du Parti Les Démocrates, Guy Tokpe, a réagi aux déclarations de Kémy. C'est un Béninois. Et personnellement, je crois qu'il remplit les conditions pour être candidat. Et il a le droit d'avoir des ambitions. J'irai dans le sens de ce que mon parti décidera. Et je vais exhorter tous ceux qui aiment Guy Tokpe, tous ceux qui aiment la jeunesse de ce pays, tous ceux qui aiment ce pays, de se mettre résolument derrière le Parti Les Démocrates. Kémy Séba, né Stélio Gilles Robert Capo Chichi le 9 décembre 1981 à Strasbourg, est un militant panafricaniste béninois controversé. Né français, il perd cette nationalité en 2024 par décret. Il fonde plusieurs organisations panafricanistes, notamment la Tribuca en 2004, un groupe réservé aux personnes noires qui sera dissous par décret pour incitation à la haine raciale. En 2011, il s'installe au Sénégal où il devient chroniqueur politique sur la chaîne 2STV, ce qui accroît sa notoriété en Afrique francophone. Il est expulsé du Sénégal en 2017 après avoir brûlé un billet de francs CFA en signe de protestation. Il s'installe au Bénin où il poursuit son militantisme. En août 2024, le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte militaire du Niger, lui délivre un passeport diplomatique et le nomme conseiller spécial. Son parcours est marqué par plusieurs condamnations judiciaires en France pour incitation à la haine raciale et reconstitution de groupes dissous. En 2024, il perd sa nationalité française sur la base de l'article 23.7 du Code civil, étant accusé de déloyauté envers la France à travers ses discours. Samuel Eto'o s'est rendu cette semaine au Caire lundi le 6 janvier, où il a rencontré le ministre égyptien des Sports, Achraf Sobi, et a félicité le nouveau conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football. La même semaine, Eto'o semble avoir remporté une victoire. En juin 2024, Eto'o avait été condamné à une amende de $200 000 pour violation des principes d'éthique, liés à un partenariat avec une société de paris sportifs. Les acteurs du football camerounais qui avaient traîné Eto'o devant le jury de discipline de la CAF ont estimé que la décision n'était pas satisfaisante et ont fait appel de la décision. Selon le journaliste Ndini Bol Richard, cet appel a été rejeté. La même semaine, selon cette lettre circulant sur Internet du secrétariat général de la présidence Ferdinand Ngongo, la gestion du budget, 150 millions CFA, pour le premier tour éliminatoire de la Coupe du Monde U17 Dames Maroc 2025 sera géré par ministère des Sports et non la FECAFOOT. Cette décision semble suivre certaines interprétations de la loi de finances de 2025 qui confie la gestion des finances allouées par le gouvernement au ministre des Sports, en lieu de la FECAFOOT les années précédentes. Prince Aimé semble regretter d'avoir travaillé avec Wax Day plutôt qu'avec De Bordeaux. Et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est pas eux qui m'ont ramené à la lumière, c'est De Bordeaux Likoufa qui a fait le job. Maintenant, est-ce qu'on a fait profiter Prince Aimé de sa lumière, de son projet, de son buzz, de son succès? Moi, je dirais non. Parce qu'à part cette voiture de 5 millions, moi, je n'ai rien. On ne m'a rien donné. Moi, je dis encore, sans mâcher, sans tourner la langue, que si le succès, le buzz de Viviane n'a rien produit, cela a produit au moins 1 milliard de francs CFA. 1 milliard, est-ce que c'est pas surréaliste? Non, c'est peut-être 1 milliard de francs CFA. Je vous dis la vérité magique parce que ça peut même être plus. Est-ce que Prince Aimé aujourd'hui regrette
de n'avoir pas suivi de Bordeaux? J'éprouve quand même un peu de regret. Il semble pointer du doigt Waxday. Waxday qui a décidé de prendre les choses en main. Il a annoncé, il a d'ailleurs promis qu'il allait offrir une voiture de 40 millions si le clip avait atteint un certain nombre de vues en un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui Prince Aimé a reçu la voiture de 40 millions de francs CFA? Oui, Magique, je vais profiter pour dire que j'ai reçu une voiture, mais pas une voiture de 40 millions, mais de 5 millions. 1 milliard, est-ce que c'est pas surréaliste? Non, c'est peut-être 1 milliard de francs CFA. Je vous dis la vérité, Magique, parce que ça peut même être plus. Okay. Parce que une fois j'étais à Yaoundé et mon manager Waxday a échangé avec mon téléphone parce qu'il disait qu'il y avait une fille qui avait chanté ma chanson au Ghana et il me disait attention Prince, il faut pas que... Est-ce que tu as vendu la chanson à quelqu'un? J'ai dit non et il m'a dit attention parce que cette chanson va te produire beaucoup d'argent. Il y a une fille qui a sorti ta chanson au Ghana et en une journée elle a déjà produit 30 000 $. Fais attention parce que si tu ne gagnes rien dans cette chanson, c'est que tu as gagné au moins 1 milliard de francs CFA. Moi, j'ai roulé ce que mon manager lui-même à l'époque m'avait dit. Que si tu n'as rien gagné, c'est au moins 1 milliard. Donc quand je parle d'1 milliard, je suis sûr que c'est même plus chose. Donc tout ce que le projet et tout ce qui a tourné autour a produit, les gens ont pris. Ils ont tout pris. Moi, on ne m'a rien donné. Je suis toujours dans ma chambre où j'étais lorsque le succès a commencé. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie, à part la voiture qu'on m'a offerte.